C'est le jour où la 5e tombe, je tombe. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans ce midi au perchoir à 15h. Bon voilà, on avait un peu de retard puisqu'on s'est entraîné en faisant une petite partie de tennis de table et j'ai lamentablement perdu, pas vraiment étonnant. Nous sommes du coup, comme annoncé, avec deux parlementaires aujourd'hui qui viennent nous présenter leur PPL, leur proposition de loi. Nous avons du coup Jean-Pierre Moga, vous êtes sénateur UC, donc centriste du Lot-et-Garonne depuis 2017 et c'est vous qui êtes à l'origine de cette PPL sur laquelle on va revenir. Et nous sommes avec Pierre Morel-Alhuissier, vous êtes député Lyotte de la Lozère et vous êtes élu depuis 2002. J'avais à l'époque l'âge vénérable de 4 ans. Donc voilà, et nous vous recevons du coup aujourd'hui pour évoquer cette proposition de loi qui vise, je cite le titre de la PPL, à la création d'une vignette collection pour le maintien de la circulation des véhicules d'époque. Alors, avant qu'on revienne sur le principe même de la PPL, qu'est-ce qu'elle nous présente cette PPL? Pourquoi avoir du coup décidé de faire cette PPL? Pourquoi vous êtes dit, je vais proposer de créer cette vignette? Alors, à partir du moment où il y a les ZFE qui se mettent en place, qui sont, je pense que Pierre pense comme moi, quelque chose, une bonne chose, la pollution de l'air dans les zones très urbanisées, dans les métropoles, c'est un vrai problème, et que l'on essaye de la limiter, mon Dieu, ça ne me choque pas. Et cette PPL a été créée parce que en Allemagne, où les ZFE sont mis en place depuis déjà un certain nombre d'années, les Allemands ont fait la vignette H, qui est la vignette historique dont bénéficient les véhicules de collection, et ça leur permet de circuler à l'intérieur de ces zones. Donc, si vous voulez, j'ai un peu repris ce qu'ont fait les Allemands, parce que, en effet, les voitures avec une carte grise de collection ne sont pas très nombreuses dans les ZFE. Ce sont des véhicules qui font partie aujourd'hui de notre patrimoine industriel. Et pour arriver à les conserver, il faut leur permettre de rouler de temps en temps. Et donc, évidemment, elles sont plus polluantes que les voitures modernes, surtout celles qui répondent aux normes critères pour circuler dans les ZFE. Et donc, il fallait trouver une solution pour leur permettre de circuler. Et cette PPL, si elle est adoptée, demain à l'Assemblée, elle permettra à ces véhicules qui, encore une fois, sont très peu nombreux, et qu'ils circulent ou qu'ils ne circulent pas, ça ne changera rien. Et les études le prouvent à la qualité de l'air dans les zones à faible émission. Mais par contre, ça permettra, sans formalités qui sont très compliquées, à la fois pour les associations de véhicules anciens, que pour les ZFE, les collectivités qui ont un gros travail à faire pour mettre en place cette PPE, autorisation de circuler. C'est ce qui se fait actuellement à Bordeaux, et je vous assure que ça demande énormément de travail, alors qu'on aurait une loi qui gérerait au niveau national ce problème de circulation, ça ne poserait plus aucun problème, et ça éviterait de passer à l'administration des grandes collectivités et aux associations de passer beaucoup de temps à essayer de trouver une solution pour qu'elle circule. Alors cette PPL, elle a été déposée au Sénat en premier, elle a été adoptée. Oui. Et du coup maintenant, il y a la navette parlementaire et on arrive du coup à vous, Monsieur Morel-Alhuissier. Vous avez du coup récupéré cette PPL. Pourquoi avoir décidé justement de la récupérer, cette PPL? D'une part parce que c'est le sénateur en question là qui est à côté de moi. Il est tellement convaincant qu'il est difficile de ne pas lui dire banco. Donc le plaisir d'avoir pu rencontrer Jean-Pierre. Également la Fédération française des véhicules d'époque, qui est une fédération importante, très structurée, qui regroupe beaucoup de collectionneurs, qui regroupe aussi ce qu'on appelle des sachants, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent de l'entretien, de la réparation, de la valorisation, du patrimoine, qui font vivre aussi des manifestations importantes. Donc quand on fouille un peu, et c'est le rôle d'un parlementaire, quand on fouille un peu dans tout ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés, qu'il y a des passionnés, que c'est une mémoire de l'industrie française, que la France a été un peu pilote sur un certain nombre
moteurs, de création au niveau de l'automobile. Il y a des sagas familiales derrière tout ça. Michelin, Panhard, Citroën, Peugeot. Donc à un moment donné, je me suis intéressé à la question. Et ayant vu la proposition de loi de Jean-Pierre Moga et le débat qui a eu lieu au Sénat, on peut laisser la loi venir en navette spontanément à l'Assemblée. C'est peut-être mieux de la récupérer en tant que parlementaire, en tant que député, pour essayer de la faire inscrire dans ce qu'on appelle une niche. Donc provoquer, parce que vous aurez constaté que ce n'est pas une initiative gouvernementale, c'est une initiative parlementaire, et il faut peut-être que ça reste sous cet aspect-là pour dire au gouvernement, nous sommes des aiguillons, nous souhaitons avoir une orientation, une dérogation sur ce genre de véhicule. C'est peut-être le rôle de parlementaires qui ont des clubs dans leur département, qui ont des gens qui leur disent « aidez-nous », parce que l'écologie, le respect d'un certain nombre de choses au niveau environnemental, c'est bien, mais il y a aussi une réponse citoyenne sur un sujet qui intéresse pas mal de monde. Et donc, c'était normal que je reprenne cette proposition de loi. Et justement, votre niche parlementaire au LIOT, c'est en juin. Oui. Pourquoi vous l'avez déposé en octobre, si Oui. mes souvenirs sont bons? Pourquoi ce délai aussi important pour déjà la déposer? Pourquoi ne pas attendre mai, par exemple, pour la déposer? Et pourquoi il y a un tel délai entre le moment de dépôt et le moment de discussion? Il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et que ce qu'on connaissait il y a quelque temps, c'était des blocs de gauche et des blocs de droite. Tout ça, ça a quelque peu éclaté. Et vous avez maintenant des groupes qui sont, je ne dirais pas des intergroupes, mais qui sont des groupes interobédience politique. Et au lieu d'avoir 6 ou 7 groupes parlementaires, vous en avez 8, 9, 10 aujourd'hui. Et les niches, c'est une niche par mois. Et donc, il faut prendre son tour. Nous avons 20 députés. Et donc, nous sommes servis les derniers par rapport à tous les autres groupes. Et dans le calendrier législatif, notre niche est prévue pour le premier semestre 2023. C'est le 8 juin. Le 8 juin. Pourquoi l'avoir d'ores et déjà inscrit? C'est qu'il y a derrière cette initiative parlementaire un autre travail qui se fait avec des membres du gouvernement, avec des ministres, et nous essayons d'expliquer les orientations qui sont les nôtres. Il est possible aussi que, à force de travailler, Jean-Pierre et moi-même, et puis d'autres, nous puissions convaincre également l'appareil gouvernemental de l'orientation de la PPL. Rien n'est interdit. Soit on passe en législatif, soit il y a un accord avec le gouvernement. Qui passerait du coup par un projet de loi. Par Qui un pourrait être décret. projet, Ça ou un peut être décret. un décret aussi. Ou un Ça peut décret. être un décret. Il y a une discussion là. Est-ce qu'on est dans le domaine législatif? Est-ce qu'on est dans un domaine réglementaire? Il y a une discussion. Nous, peu importe. L'idée, c'est de déroger. De faire avancer le Schmilblick. Oui. Et du coup, vos ministres d'interlocuteurs, c'est Clément Beaune, Oui. Christophe Oui. Béchu. Oui. Est-ce qu'il y a aussi de la ruralité qui est la ruralité qui est un... C'est surtout les deux ministres que vous venez de citer, Écologie aussi. Béchu et Clément Beaune. Oui. Oui, alors ce qu'il faut rajouter, c'est que nous sommes tous les deux coprésidents aussi d'une association, l'amicale des amis des véhicules de collection, qui regroupe des députés et des sénateurs de tous les bancs, c'est-à-dire c'est quelque chose de très transversal, qui défendent ce patrimoine. Vous avez même des sénateurs et des députés qui n'ont pas de véhicules de collection, mais qui font partie de cette association parce qu'ils considèrent qu'au même titre que notre patrimoine architectural, il faut défendre notre patrimoine industriel et qui sont adhérents de notre association. Et en tant qu'association, nous allons aussi discuter, des fois avec le ministre, avec la FFVE bien sûr, pour savoir quels sont leurs problèmes, et avec les ministres pour essayer de régler un certain nombre
de choses qui pourraient impacter dans certains textes la circulation et la conservation de ces véhicules. Et justement, c'est un peu un lobby, du coup, votre association. Lobby dans le sens où vous tentez de Oui, faire avancer oui. dans votre sens. Est-ce que vous êtes en contact aussi avec des entreprises qui sont liées justement à cet aspect-là, qui peuvent parfois, allez, on va le dire, des fois proposer des amendements clés en main? Est-ce que vous êtes en contact avec des lobbies justement des véhicules anciens? Pour être dans la transparence, vu qu'on est une émission Alors, qui se veut être dans la transparence. jusqu'à maintenant, on est en contact avec la fédération. On fait venir la fédération à nos réunions de temps en temps pour nous expliquer leurs problèmes. Il est vrai que dans la fédération, il y a une section comment dirais-je, des professionnels des véhicules de collection, mais nous n'avons jamais eu, enfin moi. Et ils n'ont pas donné leur avis sur Non. votre PPL? Non. Et nous n'avons jamais eu de demande directe de lobbyistes qui sont venus nous rencontrer et nous proposer des amendements. Alors, pas tous les adhérents, mais la plupart des adhérents font partie de clubs, des associations à but donc lucratif dans leur département, pas tous, mais un certain nombre. Donc, on a les remontées par les gens de terrain, tous, et j'avoue qu'on n'a pas, Oui. je ne sais pas, chez Non, nous, tu as raison. on n'a Un pas, petit on mot n'a pas à faire sur la lobby. FFVE, parce que j'ai assisté à leur congrès, et tu étais là aussi à Clermont-Ferrand. Alors, séminaire. Ils sont reconnus d'utilité publique, c'est un gage de transparence et de probité, et ils n'ont pas de connotation commerciale. Il n'y a aucun aspect commercial à la FFVE. Ce sont des collectionneurs qui adhèrent à cette fédération parce qu'ils sont passionnés. Et ils sont, je crois qu'il y a une cinquantaine de délégués dans l'ensemble du territoire français et qui essayent de coaguler les clubs. Alors des clubs, moi j'en ai 3, des clubs de voitures. Il y a des délégués régionaux. Et ils essayent de faire vivre. Alors soit il y a des petits carrossiers qui se sont spécialisés dans des véhicules, que ce soit des Fiat, que ce soit des 2 chevaux, que ce soit des vieilles voitures. Il y a des passionnés humains, enfin des citoyens qui sont contents de sortir la voiture, de montrer, parce qu'il y a derrière, il y a toute une poésie, il y a tout un cadre de vie derrière la voiture d'époque. Et puis, c'est faire vivre aussi ce qu'était l'industrie automobile à l'époque. Donc, voilà, il y a un petit ciment derrière tout ça qui est intéressant. Et justement, on a du coup dans le chat, on a Isia Farrell qui vous demande: bonjour, vous avez vous-même des voitures de collection? Oui, enfin, moi je suis propriétaire de voitures de collection. Quel genre par exemple? Alors j'ai un peu de tout. J'ai ma voiture la plus ancienne et la première que j'ai eue, c'est celle que je préfère. C'est un Torpedo B2, donc c'est une des premières, c'est un des premiers véhicules fabriqués par Citroën. Citroën a ouvert ses usines en septembre 19, son usine automobile, hein, et moi la mienne a été fabriquée au début de l'année suivante, et elle porte d'ailleurs le numéro de carrosserie 169. Oui, je vois du coup, je suis allé voir sur Google parce que je fais vœu de mon inculture sur les véhicules d'époque, hormis la Mini d'époque ma mère a, moi je reste loin. Mais effectivement, très belle voiture. Voilà, après, j'en ai d'autres. J'ai notamment une Talbot de 1930 que j'ai achetée dans les années 80. Et après avoir restauré ma B2, j'ai acheté cette Talbot. Et comme je n'avais pas les moyens de m'acheter une Talbot en très bon état, j'en ai acheté une coupée en camionnette. Et j'ai refait les plans de la carrosserie, les plans de la charpente en bois. J'ai acheté une petite scie à ruban, des planches. Je me suis refait toute la charpente et j'ai reconstruit ma voiture. J'ai mis quelques années pour le faire et aujourd'hui, ma Talbot roule et elle est aux côtes d'origine, aux dimensions et tout, et elle est conforme, vraiment conforme à l'origine. Donc j'ai redonné vie à une voiture. Ah oui, enfin, elle est tout à fait conforme, oui. Interruption de Tony dans le live.
Moi, je suis plus modeste, moi. et Moi, vous j'ai un Santana Samouraï Oula. avec une bâche. C'est un tout petit Suzuki et qui a plus de 30 ans, donc c'est un véhicule de collection. C'est un tout petit appareil 4x4, tout terrain, que je bichonne. D'ailleurs, à chaque fois que je le sors, je dois avoir, je rigole, mais pour faire comprendre un peu aux gens qui peuvent nous écouter, j'ai peut-être 10, 15, 20 papiers. Est-ce que vous vendez votre véhicule? C'est très recherché. Et Voilà. quand vous circulez avec, vous mettez votre petite cocarde Ah bleu, blanc, non. rouge dessus ou pas? Vous savez, moi, on met de la cocarde aujourd'hui, mais on se porte. Ah, alors, il y a une question qui, je sens, est un peu connaisseur dans le chat. Est-ce que la Fiat 104 Coupé Sport est considérée comme de collection pour les connaisseurs? Alors, tu veux répondre, Vas-y, donc, vas-y. ce qui peut être véhicule de collection, ce sont les véhicules de plus de 30 ans. C'est la règle. Donc, je ne sais pas de quelle année elle est, mais si elle est, par exemple, de 90, elle peut être Et qui véhicule applique de... cette jauge de 30 ans? C'est un décret? C'est une Ah oui, association? non, c'est la un loi. Les décret. véhicules de plus de 30 ans peuvent bénéficier d'une carte grise de collection. Spécifique. Carte grise spécifique. Ouais. D'accord. Et donc, il y a un coût particulier? Enfin, comment ça se passe? 13 euros. 13 euros. Ah Il oui. faut changer vous changez juste votre carte grise et vous passez votre voiture en collection. D'accord. Bon, en tout cas, on voit que ça fait réagir. On a VTH qui nous dit le patrimoine automobile reste inestimable, ancré dans la culture de tout le XXe siècle, même si nous n'en aurons, oh là, attends, si nous n'aurons pas le même usage dans le siècle qui vient, laissons les passionnés transmettre cette Ouais. culture. Et conserver cette... Et sinon, on a Je peux réagir par rapport bien sûr. à cette observation. En Lozère, mon département où je suis député, vous avez un vendeur de chaussures itinérant qui a un véhicule Citroën, un camion qui se déplie, qui a 1 million de kilomètres. La Chirec. C'est une merveille. Avec le garage Giraud, qui a été un garage qui a développé ou promu Citroën partout pendant des années et des années, avec des 2 chevaux, avec les Méhari, mais c'est toute une saga familiale. Et ça, faut pas le laisser perdre, ça c'est beau, c'est très beau. Et on nous dit que la Fiat 104 est de 1963. Ah ouais. Il y a aucun, je pensais, je connaissais pas qu'elle était très Le coup, elle a ancienne. pris de la Non, il n'y a valeur. aucun problème. Il y a aucun problème. Et on voit que ça fait beaucoup réagir parce qu'on a pas mal de questions. Est-ce qu'une voiture de collection conforme aux normes actuelles pour rouler sur route, donc avec des freins, feux, airbags, filtre à particules, c'est encore une voiture historique? On nous demande dans le chat. Alors ça, c'est des voitures qui ont été modifiées, qui ne sont plus dans l'état d'origine. Donc ça suppose qu'il y a de grosses modifications, qu'elle a été repassée au service, ce qu'on appelle le service des mines, pour justement ce que vous disiez, dans la mesure où elle n'est pas conforme à l'origine, pour l'homologuer. Alors après, elle sera classée effectivement... voiture, il y a diverses catégories dans les voitures de collection, mais elle ne sera pas considérée comme une voiture, ce qui est logique d'origine. Et justement, pour revenir à la PPL en soi, est-ce que la PPL qui a été adoptée au Sénat est identique à la PPL déposée à l'Assemblée nationale? Non, parce que j'ai repris la PPL de Jean-Pierre, mais comme il y a eu un débat législatif qui a modifié quelques aspects avec des amendements qui ont été adoptés, j'ai préféré reprendre le texte voté pour bien sûr. espérer un vote conforme. Si on ne modifie pas le texte tel qu'il est sorti du Sénat, la navette s'arrête. On n'a pas besoin de faire des allers-retours. Donc l'idée, c'est d'aller relativement vite et de prendre le texte qui a été adopté par le Sénat. Donc, direct to the point, comme on dit. Voilà. To the point. On va revenir du coup sur les vignettes, parce que moi, alors, je le dis, j'ai toujours dit critiquaire et jamais critère. Critère, Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça a été créé ces vignettes-là? Parce que je me souviens, c'est arrivé il y a un peu plus de 5-6 ans dans ces eaux-là. Et depuis, ça s'est multiplié évidemment partout parce que ça devient obligatoire. D'où c'est venu? Pourquoi ça a été créé ces vignettes à la base? À la base, le problème, c'est qu'il y a eu des textes de loi qui ont créé ces fameuses ZFE. Que la dernière loi résilience climat a étendu à beaucoup plus de villes. Aujourd'hui, toutes les villes de plus de 150 000 habitants doivent créer leur ZFE.
À partir de là, il a fallu classer les automobiles en fonction de leur pollution, celles qui sont dans le vert, celles qui sont dans l'orange et celles qui sont dans le rouge. Et pour pouvoir circuler, vous devez avoir votre vignette critère qui est dans le vert et qui vous permet donc de circuler dans les ZFE. C'est d'ailleurs, là, on sort de la voiture de collection. C'est la voiture, les camions, etc. Et là, on sort de la voiture de collection et c'est un vrai problème pour les gens qui n'ont pas de gros revenus et qui ne peuvent pas changer leur voiture. Et moi, je le dis souvent, vous savez, quand on a 1 000 euros de retraite par mois, même si l'État donne, comme il propose de le faire, 6 000, 7 000, 8 000 euros pour acheter une voiture électrique ou en tout cas une voiture non polluante, les gens, il faut comprendre qu'ils n'auront pas les moyens et qu'ils n'ont pas les moyens. Et ce sont des choses dramatiques parce que c'est des gens parfois qui ont besoin d'aller au CHU. Les CHU, en général, se trouvent dans des métropoles ou dans des grandes villes, au centre de la ville. Ils ne pourront pas aller visiter leur grand-mère ou leurs grands-parents, ou les parents ne pourront pas aller voir un gosse qui est à l'hôpital. Ils ne pourront pas non plus aller les chercher pour les vacances. Et c'est vraiment, vraiment, à mon sens, un problème qu'il faut prendre en considération, mais notre texte ne prend pas ça. Et moi, j'avais beaucoup aimé quand on a audité les associations, tous les gens qui le ministère qui étaient concernés par ça. Nous avions audité l'adjoint de Grenoble. Grenoble a une ZFE et l'adjoint nous avait dit, en commençant, moi, je lui ai expliqué que mon texte, c'était pas contre les ZFE, c'était pour faire des aménagements à l'intérieur et que la ZFE, comme je disais tout à l'heure, si on peut limiter, mon Dieu, la pollution, c'est quand même une bonne chose parce que la pollution de l'air, ce n'est pas que les voitures. Mais les voitures y contribuent. Et il m'avait dit, vous savez, moi, ce n'est pas vos 500 ou 600 voitures, motos, camions, puisque les véhicules de collection, ce ne sont pas que les voitures. Et il m'avait dit, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est les dizaines de milliers de voitures qui circulent tous les jours et aussi les dizaines de milliers de camions. C'est ça, mais vos 300 ou 400 voitures qu'il y a peut-être à Grenoble, il me disait, c'est pas un problème. Et lui était très favorable. Ça m'avait surpris, je dois dire agréablement surpris, il était très favorable à ce qu'il y ait un texte qui règle le problème au niveau national et qu'on ne parle plus des quelques milliers de voitures anciennes qui sont dans les ZFE, parce qu'il y a beaucoup aussi de collectionneurs qui ont leur voiture, et c'est tant mieux en dehors des ZFE. Pour connaître à une époque révolue le militantisme cycliste, il y a une phrase qui est dite souvent par les militants, c'est on peut mettre toutes les voitures polluantes en les remplaçant par des véhicules électriques, ça reste une voiture dans un bouchon. Parce que c'est en fait le nombre de véhicules qui pose problème et pas tant la pollution du nombre de véhicules. Mais est-ce que justement, on évoquait tout à l'heure la culture de la voiture en France? Moi, j'ai fait mes études de journaliste et mon enquête de fin d'études a été justement sur la place du vélo et du vélo-taf et comment le vélo a failli disparaître dans les années 70 avant de revenir au début des années 2000. C'est parce qu'il y avait une doctrine politique qui était la doctrine Pauli qui visait à adapter la ville à la voiture et non pas adapter la voiture à la ville. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de vivre avec les conséquences de cette doctrine des années 70 et qu'on en arrive justement à cette situation avec les vignettes, d'avoir un trop-plein de voitures peut-être? Alors, je pense, oui, on sort du cadre des voitures de collection, mais il y a certainement un trop-plein de voitures et surtout, il n'y a pas assez de transports en commun. Parce que vouloir supprimer les voitures, c'est bien, mais il faut offrir quelque chose à la place aux gens qui ont besoin de se déplacer pour aller travailler, pour leurs loisirs, etc. Et moi, je trouve que avant d'appliquer avec une grande rigueur la circulation, enfin, les règles de circulation dans les ZFE, il faudrait en premier faire progresser les transports en commun de manière que les gens puissent avoir une solution alternative, et surtout ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture toute électrique qui aujourd'hui vaudra encore, je pense, pendant longtemps,
d'abord plus cher qu'une voiture à moteur thermique, mais surtout qui a un prix trop élevé pour les gens qui ont des petits revenus. Vous savez, dans des départements ruraux ou de montagne, passer de la voiture, le véhicule thermique au véhicule électrique, dès que vous avez une côte, ça consomme. En Lozère, où ça monte et ça descend, vous faites du 30-40 km ou 50 au maximum, et vous n'êtes pas sûr de rentrer de là où vous êtes parti. Donc, deuxième chose, on fait aujourd'hui des projections pour améliorer le cadre de vie et éviter de trop polluer. On sait, nous, parlementaires, et bien d'autres savent que ces projections à 2030 ou 2035, il ne faut pas tromper les gens. La voiture classique ne sera pas remplacée par la voiture électrique d'ici les 10 à 15 années à venir. Et il faudra un peu plus de temps. Alors qu'on ait des projections, qu'on ait une volonté de faire est une chose. Qu'on y aboutisse immédiatement, ça va être beaucoup plus compliqué. On met en cause les 4x4. Moi, j'habite dans un territoire à 1200 mètres d'altitude. Il y a 2-3 mois de neige. Sans pneus neige, on vient les rendre obligatoires. Et sans 4x4, on ne passe pas. Donc voilà, tout ça, il faut quand même le moduler en fonction de la réalité de la société aujourd'hui. Et justement, pour revenir aux véhicules de collection, en France, donc là je suis sur le site du ministère de la Transition écologique, ils estiment à 38 738 590 véhicules en circulation. C'est ça. La part des véhicules de collection, ça représente combien? Environ. Alors, a priori, les chiffres qui sont donnés par la fédération et par le ministère sont de l'ordre de 300, je crois, 350 000, Pierre, si tu me... 350 000 véhicules. Il y en a peut-être plus que ça. Il y a 250 000 collectionneurs. Voilà. Bon, alors mettons un véhicule et demi. Oui, un véhicule et demi, 2 véhicules par collectionneur. Bon, après, vous avez des gens qui ne sont pas répertoriés parce qu'on n'est pas obligé d'être adhérent de la fédération française ou d'un club pour avoir une voiture de collection. Et vous avez des gens qui ont gardé la voiture de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père et qui sont très heureux de l'avoir chez eux, qui s'en servent très peu et qui ne sont pas répertoriés dans les collectionneurs. Ça serait 1% du parc automobile. Oui, c'est 1% en gros. Oui, c'est ça, 380 000. Et on nous dit dans le chat, au pire de rentrer en contradiction avec monsieur le sénateur et monsieur le député, quand on a des timbres de collection, on ne les utilise plus. Quand on possède des armes historiques, elles sont exposées et non utilisées. Je comprends que la voiture peut encore marcher et que c'est un vrai plaisir de pouvoir conduire à titre nostalgique, mais elle ne rentre absolument pas dans ce cadre écologique qu'attendent beaucoup de citoyens et au-delà de citoyens qui est attendu par la planète. Oui, mais ça c'est une conception doctrinale ou idéologique. On tient compte d'une réalité. Un timbre, ça ne roule pas. Si vous prenez un véhicule, ça roule. Par exemple, l'exemple des bâtiments, de notre patrimoine architectural, les châteaux qui sont des passoires thermiques, il ne peut pas en être autrement. Heureusement qu'on peut ouvrir les fenêtres, qu'on peut les habiter, etc. Parce que sinon, comme pour l'automobile, si on ne lui permettait pas de rouler, mais encore une fois, de rouler très peu. On n'a pas le droit d'aller travailler avec une voiture de collection, d'utiliser un camion de collection pour son travail. Et on peut comparer à ce qu'on fait pour le patrimoine architectural. Pour pouvoir le conserver, il faut qu'il vive, faut l'habiter, il faut accepter certaines choses. Alors, encore une fois, ce sont des véhicules qui roulent très très peu et qui participent. Certes, je ne vais pas vous dire que ma vieille Talbot ou mon vieux Torpedo, il ne pollue pas, mais il roule tellement peu enfin, pas que pour moi. Il y a des études très sérieuses, scientifiques, qui ont montré que ces véhicules, comme ils roulent très peu, qui roulent ou qui ne roulent pas, ça ne changera rien, ou en tout cas de manière infinitésimale, à la pollution de l'air. On a Stéphane, juste, je vous entends, parce qui est militant Europe Écologie Les Verts, ce n'est pas un secret, je le dis. Il dit, je rajouterai à ce point de ce que Gaspard vous a dit dans ce message, qu'en plus de la pollution, c'est aussi une question de bruit et de risque sur la voie publique, avec des freins par exemple de 1950, pour rouler et les montrer, il y a des circuits automobiles. Alors, quand ces véhicules-là se déplacent sur les routes, c'est souvent dans des manifestations organisées.
que je sache, au point de vue statistique, il y a très peu d'accidents de véhicules de collection. Et les véhicules de collection avant 60 n'ont pas passé de contrôle technique. Personnellement, je le regrette et je sais que la fédération le regrette aussi. Alors, pas un contrôle technique tous les 2 ans, mais de temps en temps, moi je le fais à titre personnel. Et ça pourrait figurer J'amène mes par véhicules. amendement dans votre PPL? Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Pourquoi? Et après, moi il n'a pas entièrement tort. Aujourd'hui, les collectionneurs, moi, j'ai commencé il y a un certain nombre d'années, les gens étaient beaucoup moins vertueux que maintenant. Ils roulaient sans frein, etc. Ouais. Le contrôle technique, parce que jusqu'à peu de temps, c'est l'Europe qui a supprimé les contrôles techniques. En général, l'Europe en rajoute, là, elle en a levé. Et tous les propriétaires de voitures de collection ont dû passer le contrôle technique. Et je pense que ça fait beaucoup de bien parce que ça a obligé certains qui ne voulaient pas le faire à changer leurs freins, à refaire les organes de sécurité qui étaient usés, etc. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Et encore une fois, comme on roule très peu, avoir des fréquences larges, mais de temps en temps aller au contrôle, moi personnellement, je n'y suis pas opposé et je trouve que c'est une bonne chose. Et après, en France, le contrôle technique, c'est aux normes de la voiture, de la moto, du camion, quand il est sorti. On peut objecter à votre interlocuteur que si on doit, avec une voiture de collection, rejoindre un circuit, je ne vous dis pas l'empreinte carbone. Parce qu'il faut éventuellement une remorque ou éventuellement y aller, mais faire 200, parce que moi, le circuit à côté de la Lozère, je ne vois pas trop où il est. 200, 300, 400 km pour rejoindre un circuit, ça va coûter cher et ça va écologiquement après, impacter. parce qu'on disait il y a 350 000 collectionneurs, un gros ensemble, ils sortent pas tous en même temps, hein. Mais par contre, il y a des millions d'admirateurs qui apprécient beaucoup de voir les voitures anciennes ou les motos anciennes ou les camions anciens circuler et le fait de leur permettre de circuler sur les routes, encore une fois en faisant attention à la sécurité, ça permet aussi aux gens de voir circuler ce qu'a été la technique il y a 50 ans, 100 ans. Et je vous avoue qu'il y a beaucoup plus d'admirateurs que de collectionneurs. Et ce serait, aller que sur les circuits, ça serait à mon avis quelque chose, une façon égoïste d'utiliser nos véhicules, parce que nos véhicules, ils sont là aussi pour montrer l'évolution des techniques, ce qu'était Faut vous mettre en relation la avec technologie Villebrequin, autrefois. vous connaissez la chaîne de YouTube Villebrequin? Non, moi je ne la connais pas. Ce sont 2 youtubeurs qui sont fanats de voitures et qui font des tests, des essais de voitures et notamment des véhicules anciens. Alors, anciens pas des années 30, mais des véhicules voilà, des années 60, 70 et qui sont totalement passionnés de voitures. Et moi qui, à titre personnel, ne suis pas du tout passionné de voitures, leur façon d'en parler, on sent qu'ils aiment ça. Et c'est vraiment des vrais passionnés de voitures. Et je suis sûr que vous les contactez, vous leur dites, vous voulez essayer ma Talbot, etc. Ils vont dire, oui, on arrive. On arrive, monsieur le député. Alors après, moi j'ai un fils qui conduit mes voitures de collection et je peux vous dire que pour un jeune, quand il a le permis, conduire une voiture de collection qui a une tenue de route qui est bien inférieure à ce qu'on a aujourd'hui, on a beaucoup de chance aujourd'hui, un freinage qui est différent parce que il faut davantage de longueur, je vous assure que c'est très formateur, ça oblige à garder les distances, ça oblige à faire attention en descente, à ralentir avant de prendre la descente, à faire très attention dans les virages, et c'est une excellente école de conduite et de prudence. Et vous n'avez jamais eu peur le premier jour où vous avez donné les clés de votre véhicule de collection à votre fils, vous n'avez pas eu peur de le retrouver dans un état Mon fils est resté pendant des années à côté de moi. Quand il a passé le bac, déjà il a voulu une 2 chevaux. Donc il a eu une 2 chevaux qui était une voiture de collection. Et donc il a quand même toujours baigné là-dedans. Et
Non, en plus, il avait fait la conduite accompagnée, il conduisait très très bien. Et non, je n'ai pas eu d'appréhension et je savais qu'il serait très prudent parce qu'il sait que ce sont des véhicules, ce ne sont pas des véhicules utilitaires, ce sont des véhicules qu'on utilise en faisant encore une fois, très attention parce que ce sont des bijoux que l'on sort et que l'on tient à garder encore longtemps. On a Stéphane qui dit dans les années 2000, j'ai conduit une Visa 2 de 1980. Ouais. Je connais cette façon de conduire. Voilà. Et justement, Stéphane est revenu sur la discussion que vous aviez eue tout à l'heure, et notamment avec le maire de Grenoble. Il dit, je propose un deal, on autorise les bagnoles de collection et on supprime les SUV. Je pense ce qu'il veut dire, c'est que par rapport à ce qu'un SUV en ville consomme, Oui, par rapport oui, à un véhicule de collection, ça doit Ouais. être quand même relativement moindre. Mais toute décision, nous sommes des parlementaires, on peut prendre toutes les interdictions que l'on veut. Maintenant, il faut voir aussi qu'est-ce que ça impacte dans la construction automobile, dans l'industrie automobile. Supprimer des SUV aujourd'hui, c'est mettre aussi peut-être à plat ou en difficulté toute une filière économique. Pourquoi pas? Mais là, prendre la décision abrupto, aujourd'hui, ça me paraît illusoire. Enfin, attention. Vous mettez l'aspect économique, et c'est un Ouais. argument qui s'entend évidemment, parce qu'on Ouais. connaît tous des endroits qui ont été dévastés quand l'industrie locale s'est arrêtée, Bien etc. sûr. Mais certains vont vous dire qu'il y a une urgence environnementale et qu'il est important effectivement d'accompagner ces gens dans ces entreprises-là, mais qu'il faut agir sur cet aspect-là aussi Oui, écologique. mais ça se fait sur un long oui, temps. oui. Vous voyez. Oui, mais certains vont vous dire qu'on n'a plus le temps, justement. Oui, mais vous savez, dans le département de Oui. Lozère, il y a de l'élevage. On nous a dit les vaches polluent parce qu'elles ont des pets de vaches. Et ça fait. Et on disait, mais on ne va pas supprimer les vaches. Il y a quand même une filière économique derrière tout ça, puis il faut bien qu'elles vivent. Donc il faut être raisonnable et raisonné. Voilà. Bon, Stéphane n'est pas convaincu, il dit le chantage à l'emploi, ok, Oui. je laisse passer pour la fluidité de l'interview. Il est sympa. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand même, il y a eu de gros progrès sur les moteurs, les rendements sont bien meilleurs, et la consommation, hein, nous qui avons des véhicules anciens, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60, etc., on avait couramment des véhicules qui étaient des véhicules, des voitures populaires, hein, comme je pense à des voitures comme les 203, les 404, pour parler des Peugeot, les RE16, pour Renault, etc. C'était des voitures qui consommaient facilement 10 litres, des fois 11 litres. Hein. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu une 504. Elle faisait en gros 10 litres 100. Hein. TI, la TI. La TI. Moi, Ouais. je n'avais pas une TI, j'avais une Injection. normale. Moi, j'ai Elle une consommait injection. davantage que la TI. Mais il faudrait, pour certains, là, Aujourd'hui, devraient- on a quand même gagné beaucoup en consommation. On a Mais un meilleur franchement, rendement. certains, je ne sais pas de la publicité, hein, simplement à Clermont-Ferrand, vous avez un musée, le musée Michelin. Vous voyez l'origine de l'automobile. Tout ça, c'est du travail. On a peut-être des véhicules très élaborés aujourd'hui, mais ils viennent de tout le travail qui a été fait antérieurement. Et c'est peut-être dommage. Enfin, moi, j'ai découvert de ce musée que j'ai visité il y a peu de temps. J'ai découvert tout le travail des prototypes qui n'ont jamais roulé, mais qui ont permis d'arriver à des technologies qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, ça réagit comme je ne sais pas si le chat est assez gros d'ailleurs pour vous en face. On nous dit il n'y a pas que les P, pour revenir au P de vache, Des vaches. il y a aussi la déforestation pour planter du soja pour les nourrir ou pour faire des plaines où elles peuvent brouter. C'est vrai qu'il y a cet aspect aussi, on le sait notamment en Brésil. Mais on voit de toute Oui. façon, il y a toute l'économie mondialisée qui fait que maintenant on est un peu en bout de course de ça et qu'il faut qu'il y ait une nouvelle réflexion sur justement la production avec peut-être des véhicules plus simples, entre guillemets, mais qui vont direct to the point, comme on dit, pas chez moi. Justement, pour continuer à évoquer les ZFE, c'est seulement dans certaines métropoles, mais pas dans tout. Je crois qu'il y a une trentaine, je crois, de ZFE en France ou en projet. Vous, à titre personnel, les ZFE, on a entendu que vous trouviez que c'était une idée intéressante, mais vous voulez que ça se démocratise, que ça s'arrête, qu'on change les modalités des ZFE? Parce qu'on sait qu'il y a Louis Alliot qui est en combat justement, je crois, sur Perpignan contre les ZFE qui concernent sa métropole.
Vous vous positionnez comment sur... Jean-Pierre l'a déjà un peu répondu. Nous, on n'est pas du tout hostile aux ZFE. Il y a une problématique de pollution. Et la pollution, c'est un gros problème. Pollution dans les grandes villes, c'est réel. À Paris, on le voit Ouais. avec notamment, c'est Cache Investigation qui avait fait un numéro là-dessus sur la pollution justement et qui montrait qu'il y avait pas mal de les gens qui habitaient notamment dans les HLM qui sont à proximité du périphérique, ils ont des traces de pollution vraiment sur le sol et qui sont obligés de partir parce que les bronches sont attaquées. Il y a un vrai enjeu de santé. Pourquoi justement cet enjeu de santé publique, il n'est pas pris à bras le corps par, j'ai envie de dire, tous les partis politiques plus que ça en fait? Parce que c'est un vrai sujet. Il y a, je crois, c'est 50 000 morts par an en France liés à la pollution, uniquement liés à la pollution. Pourquoi il n'y a pas un vrai enjeu selon vous là-dessus? Il y a quand même un enjeu, et je parle, pour moi, mais je crois que quels que soient les groupes politiques, tout le monde est sensible à ce, enfin, moi personnellement je le suis, Pierre l'est aussi, sensible à ce problème-là, et il n'y a pas que les écologistes, et c'est une bonne chose, qui s'inquiètent de ces problèmes-là, et la pollution, c'est un vrai sujet qu'il faut traiter, mais encore une fois, c'est un problème social. Quand on veut le traiter trop rapidement, on fait peut-être plus de dégâts que si on laisse le temps. Et moi, je pense qu'il faut le traiter. C'est en train de se faire, mais il faut faire attention aux contraintes qu'on impose, parce que c'est toujours les plus démunis d'entre nous qui en pâtissent. Celui qui a de gros moyens, il achètera une voiture électrique, il en achètera deux, il arrivera à se débrouiller. Comme je disais tout à l'heure, celui qui est au SMIC, qui a deux gosses à élever, ça sera beaucoup plus difficile que lui, et il faut penser aussi à ces gens-là et pas laisser, vous voyez, la fracture sociale, il ne faut pas la creuser, il faut arriver à trouver des solutions et laisser peut-être un petit peu plus de temps, mais il faut laisser personne, enfin c'est mon avis, au bord de la route. Mais le problème de la pollution, c'est un vrai sujet qu'on se doit de prendre au sérieux, et pas qu'au niveau français, au niveau mondial, parce que vous savez, il y a des pays, je ne vais pas vous les citer, mais c'est très très inquiétant ce qui s'y passe, et je ne suis pas sûr qu'ils aient mis en place des choses qui permettront de réduire d'ici une ou deux décennies les problèmes qu'ils ont, qui sont énormes et qui impactent la planète. Allusion à la Chine. Oui, à la Chine, à l'Inde. Après, il ne faut pas oublier, je le dis parce que c'est un truc qui est beaucoup oublié, justement, quand les gens citent la Chine, il ne faut pas oublier que la Chine pollue énormément parce qu'elle produit aussi pour la moitié de la planète. Donc il y a cet aspect-là aussi. Puis les Chinois, vous savez, ils ont planté des centaines de milliers d'arbres. Ils font aussi des efforts, parce qu'on voit que des mauvais côtés, mais je sais autour de Pékin, ils ont planté des centaines de milliers d'arbres, et ils continuent à en planter, parce qu'ils ont en plus la pollution qui vient du désert, qui est une pollution naturelle, qui se rajoute à la pollution industrielle. La préoccupation environnementale, je crois qu'aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Peut-être qu'il y a 20 ans, il y avait des Antilles. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde est assez conscient. Vous avez vu cette évolution à l'Assemblée depuis 2002? Oui. En fait, dans tous les partis politiques, il y a une prise en considération, il y a un volet environnemental. Alors après, il y a la doctrine écolo. Mais là, on est dans l'écologie politique. C'est autre chose. J'ai toujours dit que l'écologie ne pouvait pas être la seule base d'une politique, d'un parti politique. Il y a bien d'autres sujets. Donc, mais il faut faire attention. Quand on parle d'éolien, il y a aussi la pollution visuelle de l'éolien. La construction même d'une éolienne est un acte industriel. Bon, tout le monde s'accorde à reconnaître aujourd'hui que la base énergétique, c'est encore le nucléaire. Il y a 10-15 ans, certains disaient on va en sortir. Aujourd'hui, les discours sont plus modérés. On voit l'Allemagne après l'incident Fukushima. On cherche de l'énergie de substitution progressive. Quand Kosciusko Morizet était ministre de l'Environnement, je la connaissais bien, je lui ai dit, mais l'éolien, elle m'a dit, mais l'éolien, oui, ça peut être intéressant, mais il en faudrait 1 milliard sur l'ensemble du territoire français pour essayer de compenser l'ensemble des autres énergies. Donc voilà, il faut
Faut quand Après, même c'est pas faire attention. pilotable. Quand vous n'avez plus de vent, pas vous mieux. n'avez plus rien. Et les panneaux solaires, parce que moi je prends un exemple, quand on voit vous êtes à la campagne, comme moi j'ai grandi à la campagne avec ces aires industrielles ou ces aires de supermarchés à l'extérieur des villes, on voit sur le toit des magasins, pourquoi c'est pas, enfin je sais pas si techniquement c'est possible de rendre obligatoire l'installation de panneaux solaires Alors, sur ces toits. sur le Oui. solaire, il y a deux choses. Il y a le panneau sur le toit, mais ça restera infinitésimal vu la surface. Mm. Et après, il y a le solaire au sol, qui est une orientation beaucoup plus importante. Mais attention à ne pas là venir interférer sur le développement ou le maintien de l'agriculture. Mm. Il y a tout un équilibre. Après, moi, je suis tous les jours, quasiment, notre consommation d'électricité est l'origine sur RTE. Tout le monde peut le faire, hein, vous l'avez sur votre téléphone. Vous pouvez en tout cas vous installer le logiciel. Et on voit que malheureusement, il y a des fois où quand le ciel est couvert, mais on ne produit pas avec les panneaux photovoltaïques. Et si ce jour-là, il n'y a pas de vent, on perd toutes les énergies renouvelables qui sont non pilotables. Et c'est le nucléaire qui assure le truc. Et des fois, on est obligé, et c'est lamentable, hein, de relancer des centrales à charbon pour faire le complément. Mais vous savez, quand il y a du vent, moi j'ai vu certains jours, 21% de l'électricité consommée en France était produite par l'éolien. Parce qu'on Là, on est avait à du 3% vent sur tout le pays. Oui, voilà. Mais parce qu'il n'y a pas de vent. Je ne sais pas, au niveau du photovoltaïque, ça ne doit pas être terrible On est à non plus. 4% pour le Voilà. photovoltaïque. Et les jours de grand soleil, si en plus vous avez beaucoup de vent, les deux réunis, vous pouvez arriver à 35% de production. Justement, vous êtes pro-nucléaire? Moi, j'ai fait un rapport sur le nucléaire. Je pense que pour jusqu'en 2050, c'est une solution par laquelle on est obligé de passer. Après, moi, j'espère qu'avec des énergies renouvelables, l'évolution des technologies, etc., on arrivera peut-être un jour à pouvoir se passer du nucléaire. Ou peut-être maîtriser le traitement des déchets nucléaires. Voilà, alors le traitement des déchets, on a abandonné Superphénix il y a 20 ans de ça, on consommait les déchets. Aujourd'hui, on fait les MOX, on remélange les décès avec un peu de combustible neuf, et seulement avec 8% de combustible neuf, on refait un combustible. Orano est en train de travailler pour voir si on peut multiplier ce procédé par l'infini, mais plusieurs fois, c'est-à-dire reprendre des MOX, les retouiller, les remélanger avec et s'en resservir. Bon, ils travaillent là-dessus. Pour le moment, ils ne sont pas encore arrivés à des résultats très satisfaisants. Mais il faut savoir que ça limite aussi considérablement la production de déchets. Et le déchet, c'est vrai, c'est peut-être le gros problème. Toi, quand tu parles, c'est vachement convaincant. Bon, je ne suis pas... c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, donc... mais après, moi, comme tout le monde, il y a quand même avec le nucléaire, en cas d'accident, bon, la sécurité, je peux vous dire qu'il y en a, mais malgré la sécurité, on peut avoir un jour un accident, et on sait très bien, on en a eu par le passé, que des incidents, des gros accidents, on en a eu aussi, notamment deux, au Japon et en Russie, et c'est terrible. Et oui, à l'époque, c'était l'URSS. Mon amie est ukrainienne et je dis souvent tu es nucléaire comme fille. Ah ben c'est à 5 km de Kiev. Ouais, c'était dans le nord, et c'est d'ailleurs les Russes, quand ils ont envahi l'Ukraine, ils sont allés directement à Tchernobyl, qui est à la frontière biélorusse, pour sécuriser l'endroit quand même, pour éviter. Et on voit à Zaporizhzhia aussi, où il y a les bombardements et qui peut nous faire craindre. Et cette fois-ci, ça n'arrêtera pas à la frontière, le nuage. Bah, il est 16h, donc avant qu'on passe du coup, pour vous faire réagir aux différents arguments qui ont été déposés sur la plateforme, il y a le match des Bleus qui commence dans quelques secondes. Est-ce que vous la boycottez, cette Coupe du Monde? Non, moi je regarde. Alors, moi, je vais vous dire, mes petits-enfants m'ont posé le problème. Mes petits-enfants me connaissent très bien. Je leur ai dit, moi, vous pouvez considérer que je boycotte, je ne suis pas amateur de foot. Je ne dis pas que je ne regarderai pas peut-être la finale, je suis amateur de rugby. Et j'avoue que le foot, pour moi, c'est finalement pas un problème, parce que
je regarde très très peu le foot. Après, c'est vrai que ce qui a été fait, ça peut être choquant, mais il me semble que la fédération internationale aurait dû aussi réfléchir avant de laisser faire un tel projet. Bon, Et les après, accusations concernant Nicolas Sarkozy, potentiellement de corruption, pour quand même la révéler complément d'enquête, notamment avec Michel Platini, concernant l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, vous en pensez quoi? Ça nous dépasse un peu. moi, j'avoue que Où est la là aussi, vérité? je sais pas où est la vérité. Il faut. Compliqué. Hein. Oui. Bon, comme on n'est pas dans le domaine sportif, Mm. on n'en sait rien. Et sinon, tiens, pour vous annoncer, la motion de rejet préalable sur le PLFSS 2023 vient d'être rejetée par 196 voix contre 107. Bon, ouais. Et j'aime beaucoup, je vois le tweet de Stanislas Noyer, qui est journaliste indépendant qui travaille là-bas, qui signale: l'hémicycle se vide à la minute où démarre le match France-Tunisie. Donc voilà, parce que j'ai les fils infos en direct des journalistes Ouais, politiques. mais bon, on oublie. Par Bon, contre, il faut saluer je la vais vous dire, baguette qui est je vais y l'UNESCO, aller oui. là parce que je suis Mm. à la commission des affaires Ah. économiques et il y a la mission agricole qui va commencer. Donc pour moi, en tant que parlementaire, c'est une priorité. Et je vous dis, bon, même si ça va être un match de rugby, je me le serais peut-être repassé le soir. J'aurais interdit à mon épouse et à mes enfants de me donner le résultat pour que Oui. je découvre Oui. quand la séance aurait été terminée la partie. Ouais. Voilà. Bon, vous êtes Enfin, prêts nous, on est pour la contents. Coupe du Monde? Mhm. Pour la Coupe du Monde l'année prochaine Ah ouais. en France. Oui, oui, oui. Vous donnerez un coup d'envoi ou pas pendant cette Coupe du Monde? Je ne pense pas, mais je regarderai les matchs et bon, je pense que il y a une ambiance au rugby et un état d'esprit que j'apprécie personnellement beaucoup et je pense que l'esprit du rugby restera malgré la professionnalisation de plus en plus et que ça perdurera parce que c'est quelque chose de très agréable et il y a le respect des adversaires, le fair play et puis les spectateurs aussi ont, je pense, un autre comportement, peut-être du chauvinisme là, hein, Ouais. Bon, qu'au on foot. peut être un peu chauvin, Voilà, ça va. voilà. Je suis suffisamment en live pour le faire, donc ça va. Et vous, monsieur le député? Ah, moi, je regarde les matchs qu'autant que je puisse parce que l'activité est quand même rude. Moi, je ne suis pas fatigué par rapport à d'autres, hein, parce qu'il y a 360 nouveaux députés, donc ils découvrent un peu. Mais en fait, moi, ça fait longtemps que je le suis et je me passionne sur un certain nombre de sujets. J'aime bien le sport, j'aime bien le tennis, le foot, le rugby. Bon, là, aujourd'hui, quand on ouvre la télé, c'est une atmosphère quand même. C'est difficile de ne pas y participer. Donc, au moins, passer une demi-heure, trois quarts d'heure à regarder un peu ce qui se passe. Un joli but, y compris avec le genou, c'est quand même pas mal. Hein, c'est agréable à regarder. Il faut le reconnaître. Au-delà de ça, je voulais simplement dire aujourd'hui qu'on a la baguette de pain qui est reconnue au patrimoine mondial. On l'a Bon, évoqué c'est pas tout à l'heure. rien, ça. Hein. C'est comme dit le même, c'est pas mal ça, c'est français. Et justement, on va passer aux arguments. Il est 16h et on se dirige tranquillement vers la fin du live, vu que ça fait déjà environ 1 heure que nous sommes ensemble. Est-ce que tu peux du coup, ça va s'apparaître à l'écran. Ouais, c'est des critiques, non? Non, C'est les c'est pas des critiques. deux. Ah Ah. non, c'est les gens qui donnent l'avis sur la PPL. Donc comme vous pouvez le voir, les gens ont voté. Alors juste pour qu'on voit les résultats, donc les gens ont voté. Ils sont 57% à être pour la création d'une vignette et 43% contre. Donc c'est assez serré. Ça, Hein, c'est un bon résultat pour une députation. c'est Ouais. ça. Et justement, les arguments, on va commencer par les pour, donc les gens qui sont pour la création d'une vignette, et ensuite on fera les contre. Donc on a Camille. Alors Camille, je pense qu'elle s'est trompée, parce qu'elle dit parce qu'il est très important pour notre planète qui est déjà en danger. Donc je pense qu'elle a cru que c'était pour interdire du coup les véhicules de circuler, mais bon, voilà. On a Solange qui nous fait: les véhicules de collection font partie du patrimoine. Ils sont peu nombreux et peuvent tout à fait bénéficier d'un statut à part. Tu as raison. Je crois que ça résume un peu. Oui. C'est déjà dit. Et on a Pierre qui est dans le chat aujourd'hui, qui est militant LR et qui nous dit: le maintien en circulation de ces véhicules
permet de maintenir vivant le patrimoine technologique par l'automobile elle-même, tout comme du design via les carrosseries. De nombreux propriétaires les ont pour une utilisation dite ponctuelle. Ne plus les utiliser pourrait entraîner une disparition de ces véhicules, représentant à la fois savoir technologique, vision d'un design et d'une certaine façon de vivre à une époque donnée. Là, il résume tout. Hein. Il a bien raison. Oui, oui, oui. Vous êtes sur cette ligne-là du coup. Oui. Et on va passer évidemment à ce qui gratte un petit peu Oui, plus. voilà. C'est tout l'intérêt. Oui, oui. On a Webdin qui nous dit « Je comprends l'intérêt de vouloir protéger ces voitures de collection, mais selon moi, elles n'ont pas leur place dans les ZFE, donc dans les zones à faible émission mobilité. Cela n'empêche pas leur utilisation modérée en province. Étant moi-même proche de nombreux collectionneurs de voitures anciennes, je n'ai jamais entendu quelqu'un vouloir conduire sa voiture en ville. C'est pour moi un non-sens. » Alors, ce qu'elle dit finalement, les gens, l'autorisation, ce qu'on fait pour la vignette, pour circuler dans les ZFE, c'est pour pouvoir sortir justement de la ZFE et rentrer le dimanche soir quand vous êtes allé faire votre rallye, ça s'appelle rallye, mais c'est des promenades, ou aller à une exposition de voitures, etc. Mais je pense qu'elle est contre, mais ce qu'elle dit est tout à fait acceptable. Et vraiment, nous, on a fait le texte, pas pour que les gens tournent dans les ZFE toute la journée, c'est pour qu'ils puissent en sortir et y revenir. Donc, ça rejoint en fait ce qu'elle dit. Non, moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. Hein. Je sais pas toi, Pierre. On a ensuite un truc qui est plus technique. Qui dit « Je ne suis pas contre la circulation de ces véhicules, leur nombre est limité de fait des restrictions qui imposent l'agrément. Mais pourquoi ne pas simplement rendre obligatoire les plaques spécifiques sur fond noir qui permettraient de les identifier rapidement plutôt qu'encore une démarche administrative supplémentaire dans un parcours déjà bien fastidieux ?» Donc là, c'est vraiment plus sur l'aspect technique utilitaire. Comment dire, la création de la vignette, c'est pas... Oui, non, c'est pas onéreux, c'est pas. Et de toute façon, la plaque noire, tout le monde peut se procurer des plaques noires. Donc, il pourrait y avoir des gens qui se procurent des plaques noires. Et je crois que sur la plaque noire, il faudrait quand même qu'elle soit estampillée avec une vignette H ou autre chose pour bien montrer que c'est une voiture de collection. Parce que vous avez des voitures qui ne sont pas de collection, qui ont gardé les plaques noires. Alors, elles n'ont pas le droit, normalement, mais fait, elles ont quand même les plaques noires. On a ensuite Jérôme qui nous dit « Interdire la circulation de ces véhicules dans quelques hyper-centres-villes ne va en rien détruire le patrimoine historique que constituent ces véhicules. » Donc voilà, tout ça on l'a déjà évoqué, mais après pour rester efficace et restrictif sans tomber dans les extrêmes, on pourrait facilement imaginer la possibilité pour les autorités de délivrer des autorisations ponctuelles pour le déroulement d'événements ou manifestations spécifiques quelques fois dans l'année. Oui. Donc du coup, plus passer par décret que par loi. Ça s'est fait par le passé. On avait des carnets où on déclarait à la fédération. C'est très compliqué quand même. Hein. Mais c'est après, ça peut être une voie. Aujourd'hui, la dématérialisation, pourquoi pas. Et est-ce que cet aspect-là, justement, de discuter d'autorisation préfectorale ou par décret, est-ce que c'est des sujets que vous évoquez déjà avec vos discussions, justement, avec les ministères ou On est assez ouvert. Hein, Alors, oui, avec les ministères, on a eu pas mal de discussions et on peut comprendre aussi, parce que c'est une discussion, hein, c'est pas frontal. Et moi, je vois avec plaisir que ceux qui sont contre sont aussi constructifs. Oui, et il y a une analyse, une réflexion qui est tout à fait acceptable. Bah, Hein. c'est tout le principe. Oui, il n'y a rien à dire. Et moi, la crainte des ministères, parce qu'il y a les voitures de collection et les voitures anciennes. Il y a beaucoup de camionnettes, de voitures, de petits artisans, de trucs qui ont plus de 30 ans. Et ce que veut éviter, et on peut le comprendre, le gouvernement, et que moi je partage assez, et je pense, Pierre vous le dira, et la fédération le partage, c'est l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que tous ces gens qui ont des vieilles camionnettes, des voitures assez anciennes, mais qui ne destinent pas à la collection, profitent de l'occasion pour les passer en collection et pouvoir circuler. Et si on fait ça,
la ZFE n'a plus d'intérêt puisqu'on laisse circuler toutes les voitures anciennes et j'irai même plus loin. Vous avez une voiture qui est de 2013 ou de 2014, elle ne correspond pas aux critères. Vous achetez une petite camionnette Renault ou Peugeot ou je ne sais de quelle marque de 1985 et vous pouvez circuler avec parce qu'elle a une carte grise de collection. Donc le gouvernement veut éviter ces effets d'aubaine et ce qui craint le plus parce qu'il y a énormément de ces petites voitures diesel de 90 qui sont encore, qui circulent encore et donc ils ont peur de l'effet d'aubaine. Bon, après, il y a Stéphane qui a mis un commentaire, mais lui qui a déjà dit dans le chat tout à l'heure, donc on ne va pas faire une redite. Mais on a Tyler, alors là, qui utilise un terme que je ne connais pas, vous pourrez m'éclairer, qui dit donc qu'il est contre, il dit pas comme indiqué dans votre PPL, à la limite en rétrofit. Qu'est-ce que c'est le rétrofit? Alors, je vais répondre. Vas-y. Le rétrofit, c'est modifier la voiture et quand on rétrofit, on peut rétrofiter aussi avec des moteurs à hydrogène, pourquoi pas. Moi. Dans le cadre de mes fonctions, je suis allé voir l'autre jour à l'Institut français du pétrole qui travaille sur la transformation de moteurs de camions, notamment en moteurs à hydrogène ou à gaz fossile, si on n'arrive pas à faire de l'hydrogène assez vite. Donc on peut rétrofiter et faire d'une voiture rétrofitée une voiture électrique. C'est-à-dire on démonte le moteur, on met un moteur électrique, on met des batteries et on a une voiture qui n'a plus le moteur thermique et qui a le rétrofitage, c'est ça. Alors après, l'objet de la collection et de la conservation, c'est de conserver aussi dans l'état d'origine. Bon, je vais refaire une comparaison avec le patrimoine architectural. Dans le patrimoine architectural, au château, on va garder, ou au bâtiment public, à la mairie, quand vous avez une mairie qui se trouve dans un bâtiment ancien, on vous dit vous ne touchez pas aux fenêtres, il faut garder les fenêtres en bois, il ne faut pas les modifier, etc. Et donc le souhait quand même du collectionneur, c'est d'avoir un véhicule qui reste proche de l'origine. Alors après, il y a quelques collectionneurs qui peuvent faire rétrofiter pour pouvoir rouler en électrique, mais il faut savoir que rétrofiter, ça coûte cher. Et donc, il y a aussi ce problème-là, parce qu'on a l'image du collectionneur, je ne vais pas vous citer de marque italienne ou d'autres, de voitures qui valent très très cher, mais beaucoup de collectionneurs, il faut le savoir, ont des Aronde, des 203, des 403, et avec 5 000 €, ils ont la voiture en bon état, etc. Donc, si vous leur parlez de 10, 12 000 € pour rétrofiter la voiture, ils vont vous dire non, moi j'ai eu un petit budget, je suis très heureux d'avoir la voiture que mon arrière-grand-père ou mon grand-père, de l'avoir remise en état, mais je n'ai pas les moyens. Et puis, je crois, moi personnellement, qui ai des voitures, je ne me verrai pas démonter mon vieux moteur pour mettre un moteur électrique à la place. À la limite, je préfère mettre ma voiture sur cale chez moi, mais la garder avec son vieux carburateur, son vieux, comme elle était à l'époque. C'est un vrai sujet, on voit. Voilà, mais après, c'est un sujet. Alors, il y a des gens, moi je connais des gens qui font du rétrofit, qui m'ont dit, mais il y a des collectionneurs qui ont acheté une voiture pour la faire rétrofiter, mais je vous dis, le coût est quand même assez élevé et prohibitif. C'est comme passer, alors là je parle en profane, mais c'est comme passer son moteur en éthanol, c'est ça, à l'éthanol? Oui. Je n'ai plus le nom, mais il y a ces possibilités-là techniques qui existent aussi. Bon, on arrive à la fin de l'interview, il est déjà 16h15. Juste j'ai une question pour vous, monsieur le député, puisque pour préparer l'interview et même cette émission, on cherche du coup des sujets de PPL où on pourrait vous inviter. Et on a compté sur 95 PPL déposés en novembre. Vous en avez déposé 35. Vous êtes le numéro 1. Pourquoi avoir déposé autant de PPL? Ça a toujours été mon cas. J'ai été élu en 2002 et je suis le député qui dépose le plus de propositions de loi sur la 5e République. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un journal toulousain. Je suis prolixe. Peut-être parce que député de la ruralité, je vois une telle amplitude de problèmes qui se posent à des citoyens
que je me suis emparé du télétravail, de l'aménagement du territoire, des pompiers volontaires, que sais-je. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Je suis en plus avocat de droit public, donc il y a des sujets sur les droits fondamentaux qui me passionnent. Voilà, c'est une culture personnelle, c'est une, peut-être que c'est un toc, un tic, je ne sais pas. En tout cas, c'est mon plaisir. Je me suis passionné sur les maladies rares, sur la maladie de Lyme, moi sur aussi, je fais l'Alzheimer, partie sur la prise en charge des personnes âgées. Je préside plusieurs structures. Alors, ce panel de choses amène à chaque fois que vous vous intéressez à un sujet, il y a un problème qui peut être de nature législative. Et pourquoi ne pas le divulguer? Parce que la PPL a comme intérêt d'être un aiguillon pour C'est un ça. gouvernement. C'est ça. Il y a par exemple, je lis, compenser les charges financières des employeurs des sapeurs, pompiers volontaires, attribuer la qualité de pupille de la nation aux orphelins de policiers municipaux décédés en service, déclarer la chenille. Alors parce qu'il faut savoir que le jeudi, on a une émission avec Le Dranche, qui est là, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un média gratuit de débat justement, peut-être qu'ils vous ont déjà contacté pour défendre des textes. Et tous les jeudis, on a notre conférence de rédaction, on propose des sujets. Et et en préparant l'émission, j'ai dit ça un peu pour la plaisanterie. Et ils ont dit comment ça C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous allez sur la Lozère, mais il y a d'autres départements concernés. Vous avez des poches, des sortes de toiles araignées pleines de chenilles. Chenilles au processionnaire. Et si vous avez le malheur de passer et que quelques-unes tombent et vous tombent dessus, ben, je vous dis pas. C'est allergisant à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Oui, c'est même dans ma mère assistante vétérinaire, pour les chiens, c'est très Mais moi, j'ai une collègue de travail pour tout le monde, même pour vous. À vie, elle a des piqûres. Si vous avez des gosses qui s'attrapent jamais une chenille processionnaire là, pour la regarder. On a essayé des traitements par hélicoptère, on a essayé, on brûle. Il y a tout un tas de processus. On n'arrive pas à éradiquer. C'est pour ça que l'idée, c'était de déclarer ça comme cause, comme une véritable cause nationale. Les chercheurs se sont aperçus que dans la poche qu'il y a dans les arbres, la température à l'intérieur ne varie pas, quelle que soit la température à l'extérieur. Il y a une variation que de quelques dixièmes de degrés qui fasse très chaud ou très froid. Il y a des chercheurs qui essayent de récupérer ça et de voir pourquoi on arrive à avoir un matériau aussi isolant. C'est un amateur de voitures de collection comme moi qui était à l'ONDEF et qui travaillait sur ces sujets-là et qui m'en avait parlé et qui m'avait dit, Jean-Pierre, il y a un truc incroyable et le fait que l'enveloppe qui se construise les protège contre les variations de température et qui gèle, qui fasse très chaud, ça ne change rien. Et après, c'est extrêmement dangereux. Et vous avez même proposé de rétablir le cumul de mandats pour les communes de moins de 25 000 habitants. Et c'est un sujet qu'on a déjà évoqué, certains disent les députés sont déjà en bout de course, enfin quand je dis en bout de course, c'est-à-dire excédés par le rythme actuel avec encore plus 10 groupes, donc encore plus de temps de parole, etc. Et on avait reçu des maires, justement on était au Salon des maires la semaine dernière, et on avait reçu justement des maires, même de petites communes, je crois qu'on avait une commune de 16 000 habitants et une commune de 2 000 habitants qui disaient mais je fais du 60 heures par semaine. Les députés nous disent je fais du 60 heures par semaine. Or comment on pourrait faire 120 heures par semaine? J'ai fait pendant 17 ans, j'étais maire, président de comité commune, conseiller général. J'étais prolixe au niveau des propositions de loi. Je vous prends des exemples. Tant que vous n'avez pas été maire d'une commune, on vous parle de réseau d'eau, de réseau d'assainissement, d'urbanisme, de voirie, avec du goudron, alors un bicouche, un tricouche ou un enrobé, une station d'épuration. Quand vous prenez la parole et que vous avez connu ça, vous êtes convaincant. Si vous n'avez jamais connu ça, vous ne pouvez pas parler d'un sujet. L'urbanisme, c'est pareil. Pourquoi, politique fiction, mais pourquoi ne pas conditionner l'accès à un poste de député par une expérience déjà d'élu précédemment? Non, le député, c'est suffrage universel direct. Non, c'est... Juridiquement, je ne sais pas comment dire, toute personne peut se présenter député. Voilà. Ce n'est pas les grands électeurs, c'est le suffrage universel. J'ai été maire d'une ville de 10 000 habitants, je n'étais pas parlementaire à l'époque. Après, quand vous êtes maire, vous pouvez travailler en équipe.
Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez travailler avec qui. Vous avez une équipe avec vous, selon la taille de la commune, Bien sûr. qui varie entre 10 et 40. On parlait de villes de 30 000, ou ça doit être ça, c'est 33 ou 38, bon, selon la taille. Et vous pouvez très bien, si vous êtes parlementaire, travailler en équipe. Après, quand vous êtes maire d'une très grande commune, être parlementaire, c'est discutable, parce que vous avez l'agglo, vous avez la métropole, vous avez... représentation, oui. Bon, il faut aussi savoir garder mesure, mais le travail en équipe, que nous, c'est plus difficile à faire. Nous, on n'a que quelques collaborateurs, très très peu, alors que quand vous êtes maire, vous avez avec vous une quinzaine, une vingtaine d'élus qui sont prêts à travailler et à vous aider et bien, à prendre le premier adjoint. En général, quand le maire n'est pas là, s'il est à l'Assemblée, c'est lui qui assure l'intérim avec ses adjoints, etc. Et c'est très possible dans une commune, encore une fois, de petite taille ou de taille moyenne. Un premier adjoint, Et il va vous suppléer. Vous avez quelqu'un qui va s'occuper des travaux, d'autres du marché public, d'autres des affaires sociales. Vous avez un secrétaire de mairie qui est assez protéiforme dans sa conception. Voilà, vous êtes aidé. Et après, c'est peut-être ce qui fait la différence entre le Sénat et la Chambre des députés, où au Sénat, 90% des élus ont été maires, conseillers général, conseillers régional. Et je vous assure que quand on parle de problèmes, pour ne pas les reciter, ce qu'il disait tout à l'heure, que vous soyez à gauche, allez, communiste, quand vous avez été maire, et que vous soyez à l'autre bout de l'hémicycle, vous avez été maire aussi, il y a des problèmes, je ne vais pas redire ce qu'ils viennent de dire, on les a vécus ensemble, et je vous assure que ça rassemble. Et comme on connaît bien le problème, vous savez, il faudrait que vous soyez de droite ou de gauche, certains problèmes, mais on est obligé de les traiter de la même façon. Et ça permet aussi de mieux se comprendre et de travailler beaucoup mieux ensemble. Et je pense que la façon de travailler au Sénat, qui n'est pas du tout la même qu'à l'Assemblée générale, notamment en commission, etc., ça vient aussi qu'on a une histoire commune. On a presque tous, je vous dis, eu des fonctions par le passé, on n'a plus le droit de les garder. Moi, personnellement, j'avais dit que je ferais 2 mandats de maire, j'ai fait 2 mandats de maire, j'ai arrêté. J'avais un mandat de conseiller général que j'aurais pu garder. J'ai arrêté quand j'ai été élu, donc j'ai appelé, j'ai appliqué plus que la loi. Mais bon, ça fait 6 ans que je suis sénateur. Vous voyez, le mandat d'élu de terrain, ça commence à me manquer un peu. Parce qu'il faut rester dans le bain. Il y a des évolutions. Donc pour l'instant, vous ne partirez pas sur un deuxième mandat. Vous n'êtes pas candidat pour le moment. Pour le moment, je ne suis pas élection. candidat. Mais je vous assure que je crois que c'est important, et c'est quelqu'un qui vous le dit, qui s'est appliqué. J'ai abandonné le conseil départemental, j'étais conseiller général avant, conseil départemental. J'ai abandonné la mairie. J'aurais pu faire un autre mandat, je pense, sans problème. Hein. Mais j'ai dit non, j'ai dit que j'en ferais 2. Quand je me suis présenté la première fois, je me suis arrêté. Et je vous assure, je rejoins ce que dit mon collègue, et on est beaucoup à le penser, garder un mandat à responsabilité sur le terrain, moi ça me semble, pour un élu national, quelque chose d'important. D'abord, ça permet aussi de se faire engueuler davantage quand vous passez au marché, vous truquez. Alors quand je dis engueuler, vous direz, il faudrait regarder ça. Il y a ça, c'est vraiment un problème. Chez nous, c'est très important de pouvoir discuter directement avec les gens. Et dans les projets, là, j'ai lu justement Yael Braun-Pivet qui réfléchissait du coup à comment retravailler le rythme à l'Assemblée nationale. Certains évoquent faire, je crois, par mois 3 semaines dans l'hémicycle, 1 semaine en circonscription. Est-ce que c'est une proposition qui pourrait déjà aller dans ce sens-là, de se reconnecter au terrain, selon vous? Vous savez, il y a quelques années, avant que M. Seguin soit président de l'Assemblée nationale, il y avait 2 sessions, celle de printemps et celle d'automne. Donc il y avait une partie du temps de l'année où les parlementaires n'étaient pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc cette sectorisation du temps a déjà existé, et ça serait peut-être un peu plus économique et peut-être un peu plus
plus facile à travailler. On reste une semaine ou 15 jours non-stop, on fait législateur et puis ensuite on rentre dans la circonscription. C'est une voie. Il y en a d'autres. On dit ne pas travailler le vendredi, de limiter le temps de présence. Une petite info qui vient de tomber, qui est plus générale qu'autre chose, mais on apprend que Pelé est hospitalisé en urgence. Ça vient de tomber pour insuffisance cardiaque décompressée. Donc voilà, je sais qu'on a certains fans de foot dans le live, donc je me permets de leur signaler. Voilà. Et sinon, comme on arrive à la fin vraiment là, de l'émission, nous, vous savez comment on fait, on a plusieurs projets, plusieurs débats sur notre plateforme. J'aimerais vous dire les différents débats, juste vous me dites ce que vous en pensez. Donc on a un débat, faut-il moduler les indemnités chômage en fonction de la situation économique? C'est le projet du gouvernement avec justement cette phase verte quand ça va le chômage et orange ou rouge quand ça ne va pas. Je l'ai voté, alors je ne vais pas vous dire le contraire. Et vous, monsieur le sénateur? Moi, je l'ai pas voté, j'avoue que je n'ai pas regardé dans le détail encore. Moi, je pense qu'il faut, aujourd'hui, on a beaucoup d'offres d'emploi et en face, alors qu'on a des millions de chômeurs, on n'a pas assez de gens qui répondent à ces offres. Donc, il y a des entreprises qui arrêtent des lignes de fabrication, des trucs parce qu'il manque de monde. Moi, je dirais plutôt que quand vous avez refusé 2 ou 3 offres, on devrait, là, vous baisser le... Alors, des offres, je parle, il faut tout regarder, hein, pas une offre à 500 km de chez vous Oui. quand vous êtes au SMIC, parce que, ou à 80 km, si vous devez les faire en voiture tous les jours, je comprends que les gens n'y aillent pas. Mais en fait, je pense qu'il y a... il faut trouver des solutions quand on a le nombre de chômeurs qu'on a pour ramener et qu'on offre des postes, trouver des solutions pour ramener les gens vers le monde du travail, parce qu'on en a besoin pour le PIB. Et vous savez que quand on augmente notre PIB, on rembourse plus facilement notre dette. Et c'est un vrai problème. Oui. Il faut sortir de la flemme. C'est un concept qui se développe. De Sandrine Rousseau. C'est pas la C'est la flemme paresse, c'est la paresse. Voilà, c'est ça, Sandrine Rousseau. On a un autre débat, c'est faut-il interdire les publicités lumineuses? Si vous prenez le métro parisien, vous les voyez, hein, ou même des panneaux. Ils doivent déjà, si mes souvenirs sont bons, être éteints, je crois, de 2h à 6h du matin. Mais c'est pas toujours appliqué. Écoutez, avec le prix de l'électricité, je pense que vous n'allez pas avoir besoin d'interdire. Il y en a qui vont les éteindre tout seuls. Et je crois que là, parce que malgré le bouclier qui se met en place, pour tout le monde, on va vers une période qui va être extrêmement difficile pour les commerçants, pour les entreprises, etc. Et je pense qu'on ne va pas avoir besoin de faire une loi. Ils éteindront d'eux-mêmes leur applique. Il y en a déjà qui ont commencé à le faire, et même sur les bâtiments publics. C'était pas tant les appliques des magasins, etc., mais c'est vraiment les panneaux publicitaires et vidéo, en fait. Oui, les Dans le panneaux, métro. oui, les panneaux où vous avez un contrat, oui. Moi, je pense qu'on peut effectivement, ne serait-ce que par souci d'économie, les éteindre à des périodes où il y a très peu de monde. Tiens, on a un message de Stéphane dans le chat, le militant ELV, qui fait j'apprécie le débat, j'aime ma position à bouger. L'argument bouger un camion sur un circuit plutôt que de faire un tour en bas de chez soi m'a convaincu un peu. La pollution, la sécurité, ça passe. Faites un effort sur le bruit, nous dit. Sur le loup? Le bruit. Oui, Le bruit. oui. Le bruit des vieilles voitures. Vous lui donnerez mon portable, on va pouvoir travailler ensemble. Stéphane. Et dernier sujet qui est en débat chez nous, c'est alors c'est un débat du coup, la croissance économique peut-elle être écologique selon vous? Je pense que oui. Oui, et elle le doit l'être. Ah ouais? Ah ouais, je pense. Mais vous savez, tout à l'heure, quand on parlait de la pollution, il faut savoir que dans notre pays, l'industrie, alors des fois sous la contrainte, mais a fait des efforts énormes pour limiter sa pollution. On n'a plus des usines qui polluent comme elles polluaient il y a 30, 40 ans, et c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, une usine moderne, le fait de limiter au maximum la pollution, je ne dirais pas à zéro, mais tendre vers zéro, c'est une des préoccupations et une des obligations de toutes les entreprises
qui s'installent, et c'est une bonne chose, parce qu'il vaut mieux traiter les causes d'un problème plutôt que les conséquences. Hein. Bien sûr. Et quand vous faites en sorte, à la sortie de l'usine, d'avoir zéro pollution, mais vous n'avez pas traité la pollution. Et, Vous savez que le XXIe siècle, c'est le problème de l'eau. Vous savez que 90% de l'eau sur la surface de la Terre est de l'eau salée. salé. 10% d'eau douce. Bon. Et dans cette eau douce, quantité qui réduit et qualité qui se réduit. Toute recherche sur des stations d'épuration, sur des méthodes de traitement, ça c'est bien. Ça, il faut mettre du fric là-dessus, et il faudrait que les 35 500 communes soient dotées de stations d'épuration. Alors, à traitement zéro, je ne sais pas, mais plus presque, on préserve notre qualité et notre quantité d'eau, mieux ça ira. Eh bah parfait. Écoutez, il est 16h30, parfait, ça fait 1h30. Nous sommes en live. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez un mot à dire aux gens qui nous regardent? Je ne sais pas quelle caméra est laquelle, dis-moi Tony. Celle-ci là-bas. Eh ben, quel message, du coup, nos invités, vous auriez à dire aux personnes qui nous regardent actuellement? Bon, écoutez, je les remercie de participer au débat. Je pense que de discuter, de pouvoir échanger sur des sujets, même quand on n'est pas entièrement d'accord, ça permet de faire évoluer les choses dans le bon sens. Et pour ma part, je les remercie largement de leur contribution, et je suis agréablement surpris de la manière dont ça s'est passé. Et vraiment, vraiment c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Moi, je regarde directement la caméra. J'aurais envie de leur dire, un parlementaire, un député, un sénateur, un homme, une femme, nous ne sommes pas désincarnés de la société, nous ne sommes pas désincarnés de la vie de tous les jours. Mais par contre, on a besoin d'être alimentés, d'être enrichis intellectuellement sur des sujets les plus divers. N'hésitez pas de nous saisir. On essaye de traduire les problèmes qui peuvent se poser aux citoyens, à la société, aux institutions. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dans Midi au Perchoir. On va continuer de débriefer l'actualité politique et de la vulgariser en essayant de faire société ensemble. À ciao, bonsoir et à demain. Salut à tous.